Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mardi 3 février, il est 13h03, Perico Légas reçoit Philippe Joseph Salazar. Philippe Joseph Salazar, vous êtes essayiste, rhétoricien, philosophe, vous enseignez à l'université du Cap, en République sud-africaine, en Afrique du Sud, au bout du continent africain. Voilà, et vous êtes de culture et d'âme française, il y a aucun problème. Et vous publiez aux éditions du CERF un document politique, historique, qui est une réflexion très poussée et un cri d'alarme, on peut l'appeler comme ça, la fabrique du fanatisme, paroles armées. Le fil conducteur, c'est avons-nous appris quelque chose? Avons-nous fait les conclusions, les déductions nécessaires à ce qu'est le djihadisme, à ce qu'est le terrorisme intégriste musulman, et tout de suite vous posez le problème, un des éléments de cette incompréhension, on n'a pas fait le procès de Nuremberg du djihadisme. Alors on va vous dire, il n'est pas fini, donc, mais pour autant, on n'a pas posé les jalons qu'on a posés après la guerre en disant qu'est-ce que le nazisme. Est-ce qu'on a fait un Nuremberg du stalinisme? C'est encore autre chose, mais Khrouchtchev l'avait fait un petit peu en 1956. Mais là, en tout cas, vous dites clairement, on n'a pas posé les responsabilités, la signification de ce que le djihadisme. On a l'impression que la classe politique, les intellectuels, les universitaires, tous les observateurs reprennent cette phrase de Jacques Chirac, la maison est en train de brûler, on regarde ailleurs. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça dans cette approche? Je ne connaissais pas la phrase de ce très grand président de la République. Évidemment. Il parlait de l'environnement, voilà, il parlait de l'environnement planétaire. La maison est en train de brûler surtout. Et on regarde à côté, on regarde ailleurs. À ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on était confrontés à des opérations de commando à Paris. C'était une véritable attaque militaire. Bien sûr. Et de nouveau, on entre là dans le vif du sujet. Personne ne voulait dire que ces gens-là étaient des soldats. On les appelait des terroristes, des militants. Non, c'était des soldats. Et dès qu'on emploie le mot soldat, on commence à réfléchir. Un soldat, c'est entraîné. Un soldat, c'est des chefs. Il y a une ligne de commande. Il y a un ordre de bataille. Ce qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'on a complètement mis tout cela de côté. Le djihad est une guerre, on est d'accord. C'est une guerre, ce sont des soldats d'ailleurs. Une guerre déclarée militairement. C'est pas leur propagande, toute leur documentation est bien sur cela. Donc regardons les choses en face. C'est une véritable guerre qui s'est déroulée, je montre dans le livre qu'il y a 3 étapes. Il y a eu la première étape, celle de Bin Laden, que j'appelle le djihad 1-0, puisque la manière dont on dit les choses de nos jours. Il y a eu l'époque du califat de l'État islamique, et j'insiste pour qu'on l'appelle le califat. Il ne faut pas se voiler la face. Donc c'est une institution politique. C'est une institution, ça a été un État qui a fonctionné si bien d'ailleurs que certains think tanks militaires américains s'inspirent des méthodes du califat pour certaines opérations de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'efficacité. Une forme d'efficacité. Et ils essaient d'appliquer cela à leur action en Ukraine. Je cite les références dans le livre. Tout à fait. Alors, un État qui a levé l'impôt, un État qui a eu un territoire, qui s'est effondré, qui est parti, mais qui s'est, comme je l'explique dans le bouquin, qui s'est dématérialisé. Nous sommes dans l'époque maintenant de l'intelligence artificielle, et toutes les preuves et l'évidence est là que nous sommes dans le djihad 3.0, c'est-à-dire un djihad intelligent, agile, avec une architecture Internet. Un de vos précédemment, il y avait là un spécialiste de Sciences Po. Tout à fait, Fabrice Epelbois qui parlait des ravages de l'écran et des addictions qu'engendre le numérique mal géré. Mais il faut bien voir que le fanatisme islamique ou islamiste, peu importe le mot que l'on emploie de nos jours, puisqu'à l'un sert de cache-sexe à l'autre, et l'un sert de chloroforme à l'autre, eh bien, on est dans l'époque de l'intelligence artificielle, et il est très clair que non seulement le califat de l'État islamique est remonté en puissance, puisque c'est un des soucis qu'il pose au leader djihadiste lui-même de l'État syrien actuel. Oui, c'est la petite note dont vous dites de ne pas la lire tout de suite. Vous citez la phrase « La victoire est à Dieu et la conquête est proche ». C'est comme incroyable. Alors, qui a dit ça? Alors, je pensais que c'était Saladin, vous voyez, je remontais aux croisades. Il a pu le dire. Le chef d'État actuel de la Syrie. Qui a été reçu en grande pompe. Quand il est rentré à Bagdad, un dimanche, donc c'était pas
le fameux sermon du vendredi. Voilà le discours qu'il a prononcé. J'ai été stupéfait de voir que dans les médias français, on s'est de nouveau voilé la face, et de nouveau on n'a pas tiré les conséquences de tout ce qui s'est passé il y a 10 ou 15 ans. C'est pour ça que le premier chapitre du livre, c'est que, j'ose le dire, il n'y a pas eu de Nuremberg du djihad. Il y aurait dû avoir un Nuremberg du djihad. Comment vous l'auriez vu? Ça aurait consisté à quoi? On prenait les responsables. D'abord, on savait qui c'était. C'est-à-dire procéder à la chasse, à l'arrestation et à l'établissement d'un tribunal international. Beaucoup ont été tués, vous êtes d'accord? Beaucoup ont été tués. Mais je vous rappelle que le chef d'État syrien actuel a en quelque sorte libéré des centaines, sinon des milliers de djihadistes dans les camps qui étaient au nord-est de la Syrie et encore tenus par les Kurdes. Donc, arrêtez. Les Français et les Françaises qui ont porté les armes contre la République, car il s'agit de la République, ce sont des actes de trahison. Ils auraient dû être traduits devant une haute cour ou une justice militaire pour trahison. Et on sait quelles sont les pénalités pour une trahison. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ils n'ont pas été jugés d'ailleurs, puisqu'on les détenait? Ils étaient en détention, ils étaient sous contrôle. Les États-Unis. Il faut demander cela à la haute magistrature et au plus haut magistrat de la République et le président de la République d'alors, d'avant-alors et de maintenant. On a bien vite jugé M. Milosevic, président de la Serbie, à juste titre. On a trouvé les moyens de l'arrêter. On est allé chercher Monsieur Maduro au Venezuela. Ouais. Et là, on les a en prison et on sait que le nouveau régime syrien va les libérer, et en plus on attaque les Kurdes, on le laisse attaquer les Kurdes qui étaient ceux qui le détenaient. D'autant plus que, n'est-ce pas, la notion de crime contre l'humanité a été montée et fabriquée lors des tribunaux militaires de Nuremberg. C'était des tribunaux, et à Tokyo également. C'était des tribunaux militaires, n'est-ce pas? Et donc on a tous les instruments, on a tout le langage, on a tous les outils. J'appartiens à une fac de droit tout de même, mais du côté rhétorique, on a tout ce qu'il faut pour avoir pu établir un pareil tribunal. Et alors, ce qu'on a eu en France, ce sont des procès ici et là qui ont duré des années et des années et des années. Et qu'entend-on, et je me permets de citer cela dans le livre, qu'entend-on de la part de la présidente d'un de ces tribunaux, s'inquiétant, n'est-ce pas, du ressenti de ces assassins. Et les soldats djihadistes insistant à la fin que si c'était à faire, elles le referaient. Moi, je les admire, c'est-à-dire que les djihadistes, très souvent, le plus souvent, sont des personnes intègres. C'est-à-dire qu'elles croient fondamentalement au bien fondé de leur action. Vous voulez dire qu'elles sont habitées par leurs convictions, on va dire leur certitude même, leurs convictions, et qu'ils le vivent comme c'est une croisade, c'est leur foi. Mais ils sont sincères. C'est pas une posture. Sincères et intègres. C'est pas une posture. Évidemment, il y a des imbéciles comme dans toutes les armées. Le troufion de base n'est pas particulièrement intelligent, il faut bien dire les choses, il obéit aux ordres, mais il y a toute la hiérarchie. Et c'est une chose que d'ailleurs tu as à dire, non, ce ne sont pas des imbéciles, non, ce ne sont pas des bas du front, non, il y a toute une hiérarchie, oui, il y a toute une architecture qui du temps de l'État islamique était une véritable architecture étatique et militaire, et qui maintenant s'est transformée en une architecture de l'intelligence artificielle. Qui les rend d'autant plus dangereux qu'ils sont sincères et convaincus. Tout l'archivage, si vous voulez, de l'État islamique est en place. Un des miracles d'Internet, c'est que pour les jeunes gens qui veulent maintenant se convertir, n'est-ce pas, au djihad, ils ont là toute la bibliothèque, la vidéothèque, la phonothèque de l'État islamique, qui est contemporain. Comme le disait mon collègue de Sciences Po précédemment, ce sont des essais de présentiel. C'est ce que fait le smartphone. Vous voulez dire que ce formidable outil de progrès qu'est le numérique, qu'est l'écran, qu'est l'informatique, est aujourd'hui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, je citais cette phrase de Rabelais, est aujourd'hui récupéré et réorienté par ces esprits maléfiques, on peut dire comme ça, et qui font un travail considérable. Tout à fait, plus que récupéré. Ce qui est stupéfiant, c'est que lorsque l'État islamique est apparu, mais c'est déjà passé sous Bin Laden, c'est la maîtrise Internet de l'islam djihadiste qui nous a complètement stupéfaits. D'où leur vient cette compétence? Où l'ont-ils appris cette connaissance? Une des formations les plus répandues au Moyen-Orient, ce sont les diplômes d'ingénieurs.
Et je cite dans le bouquin, pardonnez-moi de faire référence au livre, je vous en prie, vous êtes là je pour fais ça. Remonter toutes sortes d'archives et de choses qu'on doit lire. Aux éditions du CERF, Un Philippe jeune Joseph. homme écrit au chef de l'État syrien actuel en lui disant voilà, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, il est en France d'ailleurs, je voudrais me mettre à votre service, de THS, comme c'était l'acronyme de cette organisation, que dois-je faire ? Tout à fait typique. Donc, non seulement... si vous voulez, depuis la révolution industrielle, fin 18e, 19e siècle en Europe, nous vivons, nous, occidentaux, dans la certitude que tout ce qui est mécanique, comme disait Montaigne, qui parle de victoire mécanique, nous appartient. Nous avons inventé, finalement, tous les instruments de la révolution industrielle, depuis la machine à vapeur, métier jacquard, qui a ruiné la classe ouvrière à un certain moment, jusqu'à Internet. Et donc, nous ne pouvons pas concevoir que des gens appartenant à une civilisation que nous avons traitée immédiatement de médiévale, au moment des attaques de l'État islamique, esprit moyenâgeux, etc. Oui, mais moyenâgeux, maîtrisant l'outil le plus moderne de la communication. Donc, outrecuidance de l'Occident qui croit avoir le monopole du savoir et de la connaissance. Ça. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Je reçois Philippe Joseph Salazar, auteur de La Fabrique du fanatisme, Paroles armées aux éditions du CERF. Je suis persuadé, chères auditrices et auditeurs de Sud Radio, que vous avez des questions à poser, que vous avez des inquiétudes à manifester, que ce livre vous inspire tout simplement une forme de réflexion. Est-ce qu'on a bien fait ce qu'il fallait? Est-ce que nous sommes bien armés? Est-ce que les médias font leur travail? Est-ce que la justice, la classe politique ont bien pris ce dossier dans sa gravité? Et est-ce que la République française et l'Europe en particulier est prête à s'armer et à prendre les dispositions nécessaires pour enrayer ce mal qui ne cesse de progresser? Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel et Galasso prendra votre appel et Philippe Joseph Salazar se fera un plaisir de vous éclairer, de vous rassurer, de vous inquiéter. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Philippe Joseph Salazar, auteur de La Fabrique du fanatisme, Paroles armées. Nous sommes en train de disserter sur l'impact du djihadisme. Est-ce qu'on a bien pris conscience? Est-ce qu'on s'est bien donné les moyens? Est-ce qu'on a bien nommé les choses? On va y revenir, Philippe Joseph Salazar. Et est-ce que l'Occident, les démocraties et la République française a bien pris conscience qu'on ne peut pas se contenter de constater et de regarder ailleurs, comme on le disait à l'instant? Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez envie d'intervenir dans ce débat. Philippe Joseph Salazar, cette carence, c'est une carence de courage. Elle est due à une peur en disant on n'a pas les armes, il vaut mieux regarder à côté, ou est-ce que vous pensez qu'il y a un petit peu une culpabilisation en disant finalement si on en est là, c'est qu'on l'a un peu cherché, le djihad c'est nous qui l'avons inventé, l'indignation de ces populations orientales qui ont été partiellement colonisées, eh ben on a la monnaie de notre, faut faire de la repentance quoi, on a la monnaie des exactions qu'on a commises dans ces pays. Est-ce qu'il y a de ça un petit peu quelquefois? Vous m'emmenez sur un terrain qui n'est pas vraiment le mien, mais donc je vais essayer d'y aller. C'est pour ça que j'y vais justement, parce que je sais que vous avez forcément réfléchi à la question. Oui. Un premier point. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique du Sud. J'ai publié le fameux rapport de la Commission Vérité et Réconciliation qui a empêché que l'Afrique du Sud ne sombre dans un drame sanglant et qui est resté un modèle de réconciliation politique entre des gens qui se détestaient et qui vivent bien ensemble de nos jours. Je sais bien que pas mal d'éditeurs de Sud Radio ne seront pas d'accord avec moi, mais les faits sont là. Ce qui me frappe avec les reliefs de la colonisation française, c'est qu'il n'y a jamais eu, et je parle là de la colonisation des populations musulmanes en particulier, il n'y a jamais eu de véritable réconciliation, je ne dirais pas entre la France, je ne sais pas ce que c'est la France, mais entre la République et les anciens protectorats et les anciens départements français d'Algérie qui sont devenus par un coup de baguette magique l'Algérie. Donc, nous savons très bien que Oran a été très longtemps un des joyaux dans l'empire colonial espagnol. Oui. Nous savons aussi que les Ottomans ont commis toutes sortes d'exactions dans cette région-là du monde. Et nous savons que les pirates barbaresques jetaient en esclavage des centaines et des centaines et des milliers d'esclaves chrétiens en faisant des razzias sur nos côtes. Bon.
Je dis tout cela parce que ce sont les faits. Et tout cela a créé, après les troubles en Algérie, l'impossibilité réelle d'une réconciliation entre ce qui est devenu l'Algérie, mais également nous avons eu des problèmes avec le Maroc, il ne faut pas se voiler la face, et la République française. Je dis bien la République parce que quand on parle de la France, on ne sait plus de quoi on parle. Alors que si nous parlons de la République, notre régime est la République. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. Alors qu'est-ce que la République ? La République a été créée en 1789. Elle a été créée comme l'incarnation du refus de l'entrisme de la religion dans les affaires publiques. Il ne faut jamais oublier ça. La République a été à la source anticléricale. La République a procédé immédiatement à la destruction des églises, des monastères. Je crois que 40 000 prêtres ont été massacrés. On a une histoire sanglante. C'était alors le refus du catholicisme, qui était la religion royale, et la religion historique de la France, mais c'était aussi le refus de la religion. Écraser l'infâme, comme disait Voltaire, il pensait au catholicisme essentiellement, c'est écraser la religion, chasser la religion de la République. Alors c'est ça la République française. Alors, la République française, comme vous savez, a pour principe liberté, égalité, fraternité. Et comment peut-on réconcilier les anciennes populations colonisées qui appartiennent à un autre univers anthropologique, ethnologique et culturel, avec cette triple devise de la République française. Et là, on tombe dans le piège des mots. Qu'entend-on par liberté ? Pour la République française, la liberté, c'est la liberté envers ceux qui acceptent les principes de la République. Il n'y a pas de liberté pour les autres. Les autres partent, on les chasse, on les terrorise hors du territoire des frontières françaises. Vous reprenez la phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Mais bien sûr. C'est fondamental. Oui, mais ça conduit à la terreur. Ça conduit à la terreur. Ça conduit forcément à la terreur, mais comme je l'analyse, c'est un ancien concept du droit romain, qui est le ius terendi. Lorsque vous accueillez sur votre territoire à vous des gens qui veulent vous détruire, il est du devoir du magistrat d'exercer le ius terendi, le droit à terroriser, c'est-à-dire à faire sortir du territoire. Terroriser, terreur, territoire, tout ça marche ensemble. C'est un débat qui anime la société française aujourd'hui. J'imagine. Et la classe politique. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Et de même pour le principe d'égalité. Il ne s'agit pas de l'égalité, par exemple, que des catholiques ressentent entre eux au moment de Pâques, mais il s'agit d'une égalité de citoyenneté qui est en partie fondée sur le droit universel à la propriété. Chose que l'on oublie très souvent. Liberté, égalité et la fraternité. C'est une fraternité révolutionnaire. Je fais assez souvent référence aux très très grands textes, plusieurs textes de Sartre, qui n'est pas aimé à droite, mais c'est un philosophe puissant, sur la fraternité-terreur. Il explique comment, sous la Révolution, chaque individu s'engageait pour les idéaux de la République, sans prêter serment à qui que ce soit d'autre, et créant un sentiment de fraternité. Et comment voulez-vous que ces concepts fondamentaux de la République soient naturellement réconciliables avec des cultures qui ne sont pas celles-là? Alors justement, vous dites, avons-nous appris, je disais en introduction, c'est le fil rouge de votre ouvrage, avons-nous appris quelque chose? Vous citez la phrase de Talleyrand qui parlait des émigrés, ils se souviennent de tout mais n'ont rien appris. Ouais. Là vous dites, mais quelle connaissance exacte avons-nous des massacres collectifs orchestrés comme des opéras de mort, de gens brûlés vifs dans une cage, de femmes éventrées, d'homosexuels défenestrés, de prêtres égorgés, de familles écrasées dans un marché de Noël, de coups de poignard dans les rues, New Normal, dit-on en anglais, sur le modèle du maire de Londres, des détails de l'histoire, et vous dites pourquoi est-ce qu'on en est là? On en est là parce que une raison fondamentale, c'est que l'évidence de ces exactions n'est plus là. Un vrai cours d'instruction civique dans un lycée de la République serait de montrer pendant 1 heure des extraits réels
des massacres commis par le djihadisme. Les images. Donc vous êtes pour qu'on informe, qu'on voit les images. L'évidence en rhétorique, c'est la puissance de l'image. Évidence, c'est voir. Si vous ne voyez pas ce que c'est, vous ne pouvez pas le savoir. Eux s'en servent. Hein. Eux, par contre, ils diffusent leurs images et ils ont une véritable propagande construite. Évidemment, parce que j'explique ça ici encore dans le livre, c'est la puissance oratoire de l'islam en général. De la prédication. De la prédication que nous avons perdue. Comment voulez-vous imaginer au Bataclan, il y a des plaques qui sont une commémoration des massacres. Mais on ne dit pas qui a commis ces massacres. Donc on a l'évidence de la plaque, mais on ne sait pas qui c'est. C'est comme si on disait, ici est tombé le sergent Intel de la police parisienne, le 20 août 1944, sans dire qui a abattu cette... Quelquefois, on a le mot victime de la barbarie nazie, mais on essaie d'en dire un minimum. Vous faites allusion à l'hésitation, le temps que le président de la République, François Hollande, a mis au moment des massacres de 2015 pour mettre le mot islamisme, intégrisme musulman. Il fallait parler, on parlait de terrorisme. C'était comme si on avait une forme de pudeur. Est-ce que Philippe Joseph, on ne focalise pas sur le passé historique pour pointer un ennemi, vous savez, on fait beaucoup de documentaires, on voit l'histoire, pour pointer un ennemi qui n'existe plus, en prenant bien soin de regarder, comme je disais, à la maison ne brûle pas, regarder ailleurs, rappelons-nous ce qui s'est passé, bien sûr, la Shoah, tout ça, et on ferait mieux de montrer la Shoah d'aujourd'hui, les massacres d'aujourd'hui, les documentaires que l'on voit sur toutes les chaînes qui sont très instructifs et très importants. Pendant ce temps-là, on regarde ailleurs. Ce sont des holocaustes. Au sens précis du terme. Voilà ce que c'est. Mais nous nous allions avec des puissances internationales pour des raisons diverses qui, si on avait la chance, ne procéderaient pas différemment du califat qu'a fait le califat de l'État islamique. Nous avons de drôles d'alliés. Hein, vous voulez dire que ces forces-là attendent le moment où elles pourront que le djihad vienne, enfin, comme en 732, voilà, c'est-à-dire qu'ils attendent de venir. Je ne suis pas politologue, mais je constate que tous les éléments sont là, et que ça s'est déjà passé de par le passé. Donc ça peut très bien se reproduire. Et que nous ne sommes pas armés, que nous ne sommes pas assez vigilants. La République n'est pas armée. C'est la République qui vraiment m'inquiète. Bon. La République a été aussi majestueuse que l'Ancien Régime, aussi puissante que l'Ancien Régime. Et la République actuelle est une République en minuscule. C'est une petite suite d'actes démocratiques ou pseudo-démocratiques. C'est une petite suite de procédures judiciaires et politiciennes. Ce n'est plus la République. Oui, la République. On a connu ça dans le passé. Nous sommes, vous êtes sur Sud Radio. Hein, je reçois Philippe Joseph Salazar, auteur de La Fabrique du fanatisme. Appelez-nous au 0826 300 300. Est-ce que vous craignez aussi que la chose s'aggrave? Est-ce que vous considérez que la France, que la République n'utilise pas les moyens nécessaires? Est-ce que l'Occident ne se protège pas assez? Est-ce que nous avons bien pris conscience du danger que nous menace et que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent ne serait qu'un début et non pas une fin? Vous nous appelez au 0826 300 300 à tout de suite. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio. Perico Légas reçoit Philippe Joseph Salazar, auteur de La Fabrique du fanatisme aux éditions du CERF. Nous parlons de la menace djihadiste, de l'intégrisme musulman qui s'installe, et Philippe Joseph Salazar explique que nous n'avons pas pris la dimension du danger, que nous n'avons pas expliqué suffisamment, que beaucoup pensent que c'est un phénomène, pas un fait divers, mais que ça fait partie des vicissitudes du temps. Et Philippe Joseph Salazar explique non, c'est une lame de fond beaucoup plus construite, beaucoup plus pensée, dont les dégâts les pires sont à venir. Malgré tout, nos sociétés, vous parlez de la République, vous dites la République est faible. L'institution en tant que telle, vous voulez dire, est-ce que les démocraties, les États de droit, face à une telle violence où il n'y a aucun droit, sont par principe désarmés? Et que l'état de droit en soi ne permet pas de lutter contre un totalitarisme qui n'a pas peur de la mort, qui n'a peur de rien, qui est fanatisé, comme vous disiez, convaincu et sincère. Autrement dit, on joue pas à armes égales, on ne peut que perdre. Alors, c'est une vaste question, comme disait l'autre, mais je vais essayer de regarder des cas un peu particuliers.
vais vous dire une chose qui va peut-être à la fois intéresser et scandaliser, c'est que la France reste en Europe le pays le plus idéologique qui soit. Tant mieux. Mieux. Seulement sommes-nous entièrement fidèles à cette idéologie ? Je parlais de la République. J'aurais pu parler aussi de la monarchie. Parce qu'à bien des égards, quand la République s'élève jusqu'à ses principes, elle atteint la dignité qu'à un certain moment, la monarchie en France a atteint. C'est ce qui s'est passé à Valmy. Le peuple en armes a fait également face. la Troisième République, qui a été remarquable. Nous vivons toujours dans les bâtiments de la Troisième République. Et de Napoléon III aussi un petit peu. Oui, là, bon, mais disons quand même, les Bonaparte nous ont menés à 2 défaites terribles. 5 millions de jeunes gens sont morts dans les guerres napoléoniennes. La France a été aussi exsangue de sa jeunesse. On oublie ce chiffre, on parle des 1 250 000 morts de 14, 5 millions campagnes Napoléon, en 1815. Bonaparte était appelé l'ogre, il ne faut pas oublier cela. Donc les Bonaparte nous ont coûté beaucoup, n'est-ce pas ? Évidemment, il y a eu les plumes et les ors de l'Empire, mais il y avait autre chose. Alors je reviens à mon sujet, voilà, après cette petite digression polémique. Je me tourne vers l'Angleterre, par exemple, je connais très bien l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Il n'y a pas vraiment d'idéologie dominante au Royaume-Uni. Peut-être en Angleterre, où le nationalisme anglais est très fort, et on le voit dans le développement de la droite dissidente. Vous dites bien le nationalisme, hein ? Nationaliste. Pas que le patriotisme. Ce sont les nationalistes anglais, et c'est assez particulier, parce que les Anglais restent encore extrêmement attachés à leur histoire coloniale, au fait qu'ils ont dirigé un des plus grands empires coloniaux du monde, qu'ils ont été les maîtres de l'Inde, et cela explique en même temps à quel point nombre d'Indiens se trouvent bien en Angleterre. Parmi la droite de Farage, vous savez qui est le... J'allais vous en parler, il y a le phénomène du Commonwealth. Voilà. Ils ont gardé une cohésion avec leur ancien empire colonial. Le secrétaire général, à peu près son titre, du parti Reform, qui probablement va faire un score aux prochaines élections, est d'origine pakistano-indienne. Je veux dire, ça ne pose aucun... Donc c'est pas un nationalisme raciste. Voilà. Et le maire de Londres est aussi maire de Londres, lui est de gauche. Hein. Bon. Donc le communautarisme est devenu une réalité sociologique en Grande-Bretagne. Mais à plusieurs niveaux. Donc il n'y a pas d'idéologie, si vous voulez, qui cimente, et qui cimente la Grande-Bretagne et l'Angleterre en particulier. L'Allemagne, comme vous le savez, est une fabrication de briques et de broc. Après l'effondrement malheureux du mur de Berlin, je suis un de ceux qui regrettent l'effondrement du mur de Berlin, car nous avons perdu un ennemi immédiatement. Et surtout, quand même, l'Allemagne de l'Est, c'était l'Allemagne d'Emmanuel Kant, c'était l'Allemagne de Bach. L'Allemagne de l'Est c'est l'Allemagne de Weimar, enfin de Goethe, n'oublions pas cela, n'est-ce pas ? Oui. Alors que l'Allemagne de l'Ouest, c'était en fait les commerçants, commerce. Oui, enfin, je vous ferai remarquer que les fuites allaient plutôt de l'Est vers l'Ouest que... Mais je veux dire que l'Allemagne de l'Est était historiquement le cœur de l'Allemagne intellectuelle. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, tout ça a été mis ensemble, il n'y a pas d'idéologie qui soude en quelque sorte l'Allemagne fédérale. Tandis que la France a l'idéologie de la République. Et c'est cette idéologie que nous devons, si nous voulons la République, et si nous voulons pouvoir nous opposer à ce fanatisme djihadiste, c'est à la République qu'il faut revenir, aux principes fondamentaux de la République. Un retour aux fondamentaux. Voilà. Nous sommes avec Dominique, qui nous appelle de Grésy-les-Plâtres. Bonjour Dominique. Bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Voilà, vous êtes inquiet par la façon dont on ne traiterait pas suffisamment le danger islamiste et djihadiste ? Si vous voulez, moi j'ai 65 ans. Je me souviens parfaitement, en 1982, moi j'avais 21 ans, donc j'étais tout jeune. Et le roi du Maroc, à l'époque, le père, avait dit... Hassan II. Voilà, ne cherchez pas à intégrer ma population, je la connais, vous n'y arriverez pas. Donc c'était quand même, si vous voulez, une alerte de quelqu'un qui était tout à fait conscient des différences de culture. Après ça, on nous a dit, de toute façon, on vous colonisera par le ventre de nos femmes. C'est une vérité, c'est une réalité qui s'est installée. Quand ça a été dit, c'est pareil, c'est dans les années 80. Les gens n'ont pas pris conscience, au contraire, ils ont surfé là-dessus pour essayer de développer la population. Autre chose. Donc, si vous voulez, je pense que tout ça, c'est une histoire qui date déjà de très très longtemps, mais qui est contemporaine depuis 40 ans.
Moi, je suis persuadé, si vous voulez, que l'échange des cultures fonctionne et est enrichissant. Le mélange des cultures ne fonctionne pas. Moi, c'est mon avis. Le général de Gaulle disait, il prenait une métaphore assez basique, vous prenez l'huile et le vinaigre, vous secouez, pendant quelques secondes, il y a une fusion, et ensuite chacun repart de son côté. Hassan II a effectivement dit ça. On conteste le fait que le président Ouari Boumedienne ait dit, on vous conquérera par le ventre de nos femmes, même si on peut aujourd'hui considérer que ça peut être une réalité. Vous estimez que quoi, Dominique? Que la République, que la démocratie ne s'est pas armée, ou qu'on a laissé faire par, j'allais dire, par bonne conscience, par bien-pensance? Dominique, vous êtes... Oui. Oui, on a laissé faire, on en a joué, on l'a utilisé, et aujourd'hui ça se retourne contre nous, et les gens qui en sont conscients ne veulent pas prendre les dispositions pour arrêter le phénomène. Philippe Joseph Salazar, c'est un petit peu ce que vous essayez, le message que vous faites. Ce que dit Dominique, mais c'est le « on » qui me gêne. On n'a pas fait, on n'a pas fait. C'est qui? C'est qui n'a pas fait quoi et quand. Donc il faut nommer. Où sont les abdications? Alors peut-être Dominique, vous pensez à qui quand vous dites ça? Moi je pense, si vous voulez, aux 40 dernières années de pouvoir politique, toutes tendances confondues. Philippe Joseph Salazar. Alors c'est très grave. Ce grand, je pense que c'est grand ensemble de responsabilités politiques. C'est très juste et c'est très grave. C'est très grave. Donc c'est une démission collective, si je comprends. Ça veut dire que la classe politique française a trahi la République. Voilà ce que ça veut dire. Peut-être patiemment, certains peut-être, pas tous. Sciemment ou patiemment, ça devient, comme ils disent en anglais, un mindset. C'est fort ce que vous dites. C'est très fort ce que vous dites. La trahison, c'est une... Je pars des... Je suis logicien, je pars des prémices de l'argumentation de Dominique et j'en tire la conséquence, qui est ce qui veut dire que tout le monde a trahi. Alors il faudrait retourner en arrière et se demander quelle est la première cause. Alors ça commence quand? Ça commence quand? Et ça commence quand et comment? Est-ce que ça commence avec l'abandon des territoires français d'Algérie? Je les nomme comme cela car c'était cela, c'est des départements français d'Algérie, et les territoires du Sud d'ailleurs n'appartenaient pas au gouvernorat général en tant que tel. Est-ce que ça commence là? Est-ce que ça commence avec le coup d'État institutionnel, comme on dit en Amérique latine, du général de Gaulle? Est-ce que ça commence avec la trahison des accords d'Évian, où un pays applique les accords d'Évian et l'autre en fait ne les applique pas? Pour de bonnes raisons, on a toujours de bonnes raisons pour ne pas appliquer un accord. Comme disait Bismarck, c'est un chiffon de papier. N'est-ce pas? Est-ce que ça commence avec le regroupement familial? Et c'est cette recherche des causes. Ce qui me fascine, c'est à quel point le djihad islamique a une profonde connaissance de son histoire. Il remonte évidemment à l'Hégire. Les chiites, eux, remontent à Ali, et j'ai étudié de très près les magnifiques discours d'Ali. Quel orateur, quel orateur. Gendre de Mahomet. Extraordinaire. Et cette tradition est un bloc entier. Ça s'appelle d'ailleurs la tradition, pas autrement. Et le califat de l'État islamique et la stratégie culturelle des frères musulmans en France, sur lesquels je m'appesantis à plusieurs moments dans le livre, en donnant des exemples. Ce n'est pas une invention de nos jours, elle s'adosse à ces appuis qui sont millénaires. La République, elle, ne peut guère s'appuyer que sur 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour autant, Philippe Joseph Salazar, le général de Gaulle, lorsqu'il vous répond là, parce que cette question lui a été posée. Oui. Est-ce qu'on garde l'Algérie dans la France? 58, il vient au pouvoir parce qu'on craint un putsch des généraux, des militaires à Alger qui veulent garder l'Algérie française, considèrent que la 4e République ne fait pas face. Le général de Gaulle aura cette réponse historique. Je ne veux pas que mon village passe de colomber les 2 églises à colomber les 2 mosquées. Et le général de Gaulle dit bien, si nous gardons l'Algérie dans le sein
de la République française, nous serons obligés d'appliquer aux populations algériennes les lois de la République française. Ils deviendront des citoyens français à part entière. Et à l'Assemblée nationale, qui compte 577 députés, nous aurons 240, 230 ou 300 députés d'origine musulmane. Donc cette séparation était inévitable. Outre le fait que le peuple algérien, en tant que tel, avait le droit de disposer d'eux-mêmes, et qu'il a bien fallu, alors que l'affaire ait été mal gérée, les accords d'Évian en 62, c'est un grand espoir que l'on va pouvoir continuer à cohabiter. La communauté française restera. Et puis les deux extrêmes, que ce soit l'OAS ou la partie radicale du FLN, n'a pas voulu de solution pacifiée, et on est arrivé au massacre et à la tragédie qu'on connaît. Je reviens à un point que j'avais évoqué précédemment, c'est qu'il n'y a pas eu une réconciliation. Le peuple français et le peuple algérien nouvellement né ne se sont pas réconciliés. Vous m'entraînez là dans un domaine qui est en dehors, il n'y a pas eu Nuremberg des exactions de l'armée française qui ont été évidentes. Il n'y en a toujours pas. Je suis stupéfait de voir devant l'émotionnalisme plein de marketing des commémorations du Bataclan, du massacre du Bataclan. Non. C'est-à-dire que nous avons maintenant des... C'est violent ce que vous dites, là. Oui, mais j'analyse ça. J'analyse au début du livre comment ceux-là même qui sont dans le marketing du Bataclan n'ont pas compris ce qu'a été l'attaque contre le Bataclan et le Stade de France. Ils traitent ça simplement comme des événements. Ils ne regardent pas que tout cela a été soutenu par des sourates du Coran. C'est un acte de guerre. Magnifique. C'est un acte de guerre, mais un acte d'attaque rhétorique en même temps. Michel Onfray tient ce même discours. C'était quelque chose de conçu, de préconçu, d'organisé, de pensé. Et suivi, de pensée. C'est pas un mouvement d'humeur. Et on répond à cela par une commémoration indigente, de merchandising émotionnel. Nous avons Philippe qui nous appelle de Conflans-Sainte-Honorine. Bonjour Philippe. Bonjour, merci d'avoir pris mon appel, je vous remercie beaucoup. On vous écoute. Voilà, non, je voulais parler de cet imam franco-syrien qui avait fondé le centre islamique belge à Molenbeek. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Bassam Ayatchi, qui va marier le futur assassin de commandant Massoud, et qui a fait l'objet d'un documentaire aussi sur France Télévisions. Alors je crois que c'est Stéphane Malter. Et le documentaire est... Alors ça va être que du ressenti, parce que je vais faire très attention à ce que je dis, mais le documentaire est plutôt gentil avec lui et son fils qui est mort. Parce que en fait, ces gens-là luttaient contre Bachar el-Assad. Alors comme les ennemis sont nos ennemis deviennent finalement un peu nos amis, j'ai l'impression qu'on a favorisé ces terroristes. Est-ce que, voilà, je me fais bien comprendre. Philippe Joseph Salazar, est-ce que... Pas d'opinion là-dessus. Je vois simplement c'est un constat de plus. C'est un constat de plus, et je constate toujours que maintenant nous avons des relations d'État à État avec un ancien terroriste djihadiste qui s'est saisi pour le moment de la Syrie. Pour le moment. Est-ce que ça pourrait être une takia, c'est-à-dire que le djihad autorise la dissimulation et on monte pas de blanche pour faire croire qu'on est gentil. Oui, peut-être à ce moment-là, il se peut qu'une takia soit une manière de dissimuler une autre takia. Donc on ne sait pas jusqu'où on peut remonter, comme des poupées russes. Je crois qu'il faut plutôt regarder les faits, comme je l'ai fait. Je lis le discours de triomphe et je dis qu'il a dit ça il y a déjà 10 ans et qu'il appelle aux nations d'Ismaël, c'est-à-dire à l'islam, de se soulever pas contre nous, pas contre l'Occident, mais contre toutes les valeurs qui sont pour les islamistes ennemis de la formation. C'est pour cela que les enseignants français sont des cibles. Bien sûr. L'enseignement français est considéré comme un instrument de pourrissement des jeunes musulmans. Donc il faut, et ça a été dit à chaque fois qu'un enseignant français est massacré, les journaux découvrent le fil à couper le beurre. Tout ce qui n'est pas dans le Coran est satanique. Tout ça a été dit, tout ça a été répété. Tout ce qui n'est pas dans le Coran est satanique, et Samuel Paty et Dominique Bernard l'ont payé très cher. On se retrouve dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je suis avec Philippe Joseph Salazar, la fabrique du fanatisme. Comment la France, l'Occident, l'Europe ne sont pas suffisamment armés pour faire face à l'offensive du djihad. Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états.
Philippe Joseph Salazar, auteur de La fabrique du fanatisme, nous explique sur Sud Radio que nous ne sommes pas armés, que la classe politique, nos intellectuels, que la société sous-estime le danger du djihadisme qui s'installe. Philippe Joseph Salazar, vous parlez de une des forces des djihadistes, c'est la dialectique, c'est la méthode. On faisait allusion, alors qu'il n'en est pas, mais bon, les frères musulmans avec Tariq Ramadan, grand prédicateur, sont des gens qui ont des écoles de formation. Là, votre inquiétude, c'est qu'il y ait une pénétration des institutions de la République française par ces gens-là, malgré qu'on sache ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Certains sont morts des exactions, d'autres sont en prison. Pour autant, vous considérez qu'eux continuent à faire leur travail, à progresser dans nos sociétés? Il est très clair que leur travail qu'on appelle de métapolitique, c'est-à-dire d'entrisme culturel, oui, de prise en main de jeunes gens. J'ai une anecdote pour vous, si vous voulez une anecdote. Il y a 3 semaines, j'étais en France pour autre chose et le chauffeur me cherchait à Charles de Gaulle. Ça s'appelle toujours Charles de Gaulle, n'est-ce pas, cet aéroport pour le moment. On aimerait bien que ce soit plus que ça. Et nous parlons et la conversation vient sur la religion. Alors son père était portugais. Sa mère algérienne, et il s'est converti à l'islam. Un jeune homme de 20-30 ans, et lorsqu'il me dépose devant l'hôtel, il me dit, vous savez, vous et moi, nous sommes les mêmes. Je ne lui ai pas dit que j'étais... Je suis anglican, oui, de confession, donc catholique. Et je lui dis, non, pas du tout. Alors là, voilà ce que je veux dire, je vais le dire maintenant. Let me be clear, comme disent toujours les Américains. Je vais dire ça clairement. Je dis non. Nous ne sommes pas les mêmes et votre Dieu n'est pas mon Dieu. Il me dit, mais enfin, comment vous pouvez dire ça? Je lui dis, est-ce que vous pouvez pardonner à vos ennemis? Il a été complètement perdu. Oui. Je lui dis, c'est ça la différence. C'est que quelqu'un élevé dans le christianisme pardonne les offenses. Nous pardonnons un djihadiste qui massacre votre famille, mais un djihadiste ne pardonnera pas à un soldat chrétien libanais. Et cette notion de pardon, en anglais, pardon... Elle existe dans le Coran, pourtant, la notion du pardon. Oh, mais c'est le pardon envers ceux de la communauté eux-mêmes. De même, le grand pardon dans le judaïsme, c'est pour la communauté elle-même. C'est que pour l'individu qui a péché puisse réintégrer sa communauté. Mais ce n'est pas pour celui qui est en dehors de la communauté. Celui qui est en dehors de la communauté, comme vous le savez, pour l'islam, est à convertir. Il faut d'abord se convertir. Alors en anglais, pardon, c'est trespass. C'est-à-dire aller au-delà. C'est une offense, c'est un trespass. Donc il faut dépasser. Donc, celui qui dépasse la limite, les chrétiens pardonnent. C'est le fondement du christianisme, c'est la charité. Ça s'appelle la charité. Et la compassion. Et il était stupéfait. Ce jeune homme était stupéfait et il m'a dit, c'est pas ce qu'on m'a appris à l'école. Oui. Il veut dire à la madrasa. Ben, bien sûr. Bien sûr. Et alors je lui dis, là, c'est très bien, c'est une anecdote, mais une anecdote vraie. Non, mais c'est un fait, et c'est souvent le point... C'est cette notion de pardon, si vous voulez. C'est souvent le point d'achoppement. Il n'y a de la part des islamistes aucun pardon envers non seulement les chrétiens, mais ceux qui sont réellement républicains. Nous sommes des... C'est le terme, vous savez, il m'a rajouté une chose, Monsieur Macron, le président de la République, est un idolâtre. Je lui dis, expliquez-moi ça. Son idole, c'est l'argent. Alors, je ne sais pas s'il a raison ou tort pour le président de la République, mais je veux dire, le concept de l'idolâtrie, très important chez les djihadistes. Si nous sommes des républicains, nous sommes des idolâtres. Alors, notre idole, c'est Mariam. Il est vrai que, de notre motif, ils nous prennent pour des matérialistes, pour des gens qui sont obsédés par la richesse, oui, dévoyés par l'argent. Eux, c'est la moralité. Pourtant, la République, Philippe Joseph Salazar, oui, notre combat à nous, oui, c'est de l'intégration par l'émancipation. C'est l'éducation nationale qui doit expliquer à ses consciences égarées, si elles le
sont, parce qu'il y a quand même des musulmans qui lisent le Coran Bien et qui sûr. sont des citoyens républicains intégrés, Bien et je sûr. pense qu'ils sont la majorité, c'est cette sûr. minorité agissante. Vous craignez qu'elle pénètre les institutions, par exemple, aux élections municipales, il peut y avoir des candidats islamistes et qui Vous se voulez fassent toujours me élire. tirer vers la politique. Mais enfin, c'est parce que je l'ai signalé l'autre mais oui, jour, j'ai donné l'information, voilà, il y a avait une inquiétude que des frères musulmans deviennent conseillers municipaux dans certaines communes. Le principe de base de la République française, c'est que, et c'est ce qui a mené à l'interdiction de plusieurs mouvements d'extrême droite d'ailleurs, et que certains syndicats très longtemps n'ont pas pu exister. Encore toujours maintenant, il y a une présomption pour créer un syndicat de respect des lois de la République, n'est-ce pas? C'est le respect, non pas seulement des lois de la République, mais des textes fondamentaux de la République. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie du bloc de constitutionnalité depuis, je sais pas, un peu une trentaine d'années. Oui. Ce qui pose un problème, parce que du coup, le Conseil constitutionnel se prévaut d'articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont pas forcément ceux que le peuple français décide dans ses décisions politiques. Mais c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est le débat de la légitimité du Conseil constitutionnel, qui était une chose inventée par le général de Gaulle et puis Debré. Enfin, ne rentrons pas dans ces histoires-là. Ça n'a rien à voir avec la Cour suprême des États-Unis, et rien du tout à voir avec la Cour suprême, qui est également de formation récente en Grande-Bretagne, qui est entièrement indépendante. On est bien d'accord. Pour autant, les valeurs de la République sont telles qu'elles ne sont pas armées. Lorsqu'il y a une liste électorale ou des candidats sur une liste électorale dont l'idéologie est fondamentalement anti-républicaine, ont-ils le droit de se présenter aux élections? Il y a un seuil. Où est-il? Il y a un seuil où l'institution pourrait dire vous n'êtes pas respectueux, vous n'êtes pas conforme aux principes de la République, vous ne pouvez pas donc jouer dans cette partie puisque vous respectez pas les règles. Mais eux savent dissimuler. Je pense qu'ils dissimulent même pas. C'est-à-dire, c'est à nous de voir qui ils sont. C'est à nous d'analyser ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, nous sommes extrêmement naïfs. Nous nous imaginons de nouveau que nos principes sont des principes universels, et comme ils sont universels, ils s'imposent immédiatement à tous. Philippe Joseph Salazar, qu'est-ce qu'on fait quand un parti politique qui pèse avec un tribun, un leader politique qui est écouté, appelle ces gens-là presque au secours et leur dit votez pour moi puisque je représente vos intérêts? Vous pensez à qui, là? Je pense à Jean-Luc Mélenchon. Alors, je réponds pour une autre question. Est-il fidèle aux principes de la République? Lui dit que oui. D'ailleurs, il dit même, la vraie République, c'est moi. Oui. Je suis sacré. Lui, il est tout, puisqu'il s'est même mis en hologramme, donc il est partout à la fois. C'est aux politiques de répondre à cette question-là. Et au peuple français. Est-il républicain? La grande question de Lénine, je cite ça à la fin du livre, c'est que faut-il faire? Et Lénine, dans ce pamphlet magnifique où il crée le bolchevisme, il dit les sociodémocrates disent sociodémocrates et démocrates. Mais il y a deux questions à poser. Question théorique. Sont-ils vraiment des sociodémocrates? Sont-ils vraiment des socialistes? Donc Mélenchon, est-il vraiment républicain? Et puis Lénine dit, dans ce cas-là, que faut-il faire en réalité? Alors, qui est le tribunal de la morale républicaine? Est-ce que c'est le peuple? C'est le suffrage universel. Mais le peuple éclairé, le peuple instruit, évidemment. Nous avons remis ce joyau qui est la République entre les mains du président, qui est le magistrat suprême, soi-disant, c'est-à-dire se disant lui-même, et que la Constitution le dit, et entre les mains du Sénat et de l'Assemblée nationale. Une question que mes collègues politologues devraient se poser: est-ce que ces trois institutions sont encore respectueuses de la République? Si elles ne le sont pas, qu'elles disparaissent. Philippe Joseph Salazar, vous nous appelez là solennellement, et j'invite à lire votre livre qui est un document d'histoire, vous nous invitez à repenser la République et à nous donner les moyens et de protection pour sauver notre démocratie, nos libertés, et la France bien entendu, et la France républicaine. Et pour l'instant vous dites on n'est pas du tout armé et on va plutôt dans le mauvais sens. Bon, c'est un cri d'alarme, c'est une interpellation. Je ne doute pas que j'aurai besoin de vous rappeler pour savoir si nous avons
évoluer dans le bon sens. Vous reviendrez du Cap et on verra où en est la République, est-ce qu'elle s'est armée. Je vous laisse aux côtés de Brigitte Lahaye qui va avoir des propos plus rassurants, et quant à nous, nous nous retrouvons à demain pour voir dans quel état est la France, dans quel état est la République, mais nous sommes là pour parler vrai. Merci. Philippe Joseph Salazar d'être venu aujourd'hui sur Sud